Commençons maintenant par le chapitre 2, les messagers chimiques de la reproduction. Donc, le système nerveux et le système endocrinien vont coordonner les fonctions de tous les systèmes du corps. Comment ils vont faire cette coordination? Ce que vous voyez ici dans ce schéma, c'est un schéma représentant les cellules des cellules nerveuses. Donc, le système nerveux, il est constitué de cellules spécialisées qu'on appelle les neurones. Par exemple, chez l'homme, il y a à peu près 100 milliards de neurones dans le cerveau humain. Quelle est la fonction principale de ces neurones? La fonction principale de ces neurones est de transmettre le message nerveux. C'est quoi donc chaque neurone ou bien cette cellule nerveuse que vous voyez ici, comme toutes les cellules du corps, elle contient un noyau, elle contient de nombreux prolongements cytoplasmiques récepteurs et aussi elle contient un prolongement. Donc les autres, ce sont les dendrites, on ne les voit pas ici sur ce schéma, mais il y a un prolongement particulier qui s'appelle l'axone ou bien ce qu'on appelle la fibre nerveuse. C'est à ce niveau-là qu'il va y avoir transmission ou bien propagation du message nerveux. C'est quoi un message nerveux? Donc il va y avoir cette cellule, elle va émettre des molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs et donc c'est pour communiquer avec des organes qui sont plus ou moins loin dans le corps. Comment elle les communique? Elle les communique via des potentiels d'action. C'est quoi les potentiels d'action? C'est juste pour faire un petit rappel. Donc, c'est le signal élémentaire d'un message nerveux. Ça veut dire, c'est quoi un message nerveux? Donc, ce message nerveux, il va être composé par plusieurs potentiels d'action. Et les potentiels d'action, ça consiste au changement de la stabilité électrique de la fibre nerveuse ou bien ce qu'on appelle l'axone. D'accord? Donc là, c'est concernant le système nerveux. Concernant le système endocrinien, donc le système endocrinien, et nous, dans ce chapitre, on va focaliser, on ne va pas parler du système nerveux plus en détail, on va détailler et on va parler du système endocrinien. De quoi il est formé ce système endocrinien? C'est un système de régulation aussi qui est formé, il peut être formé par des glandes, par des organes et des tissus qui vont sécréter des hormones. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, c'est une cellule endocrine. Donc, cette cellule endocrine, c'est la cellule sécrétrice. C'est cette cellule qui va sécréter des hormones et avant, donc, les hormones les non-hormones étaient liées à la sécrétion endocrine. Que ça veut dire endocrine? Endo, ça veut dire à l'intérieur. Et normalement, ces hormones donc vont passer dans le sang et vont passer dans la circulation qui est la circulation générale et normalement il va y avoir une distance entre la cellule sécrétrice et la cellule qu'on appelle la cellule cible. Quand je dis cellule cible, donc c'est la cellule réceptrice qui va recevoir le message par les hormones ou bien via les hormones qui vont transmettre le message de la cellule sécrétrice à la cellule réceptrice. Donc là, dans ce schéma, vous voyez comment fonctionnent les neurotransmetteurs et les hormones. Donc, comme j'ai déjà dit avant, le système nerveux et le système endocriniens vont coordonner, vont réguler les fonctions de tous les systèmes du corps. Comment fonctionne le système nerveux? Il fonctionne par l'intermédiaire de potentiels d'action. Et ces potentiels d'action, qui vont déclencher la libération des molécules médiatrices, ou bien ce que j'appelle les messagers, ou bien les neurotransmetteurs, les molécules que vous voyez à ce niveau-là. Et le système endocrinien, il va aussi réguler et contrôler les activités du corps en libérant des médiateurs et ces médiateurs, ce sont les hormones. Comme j'ai déjà dit avant, les noms des hormones tout d'abord étaient liés à la circulation sanguine. Ça veut dire les hormones vont être transmises à leur cible dans la circulation sanguine
Après la décharge des glandes qui les sécrètent. Quand j'ai dit décharge, ça veut dire ici les hormones étaient dans ce schéma, étaient inclus dans des vésicules sécrétoires. Donc après, ils vont passer, il va y avoir sortie ou bien il y a des hormones qui sortent par exocytose donc de cette cellule sécrétrice, vont passer dans la circulation générale, dans la circulation sanguine et vont atteindre la cellule cible. C'est pour cela, ces modes de décharge dans la circulation sanguine, ça correspond à la sécrétion endocrine. C'est pour cela, endo, ça veut dire à l'intérieur. Mais après, comme j'ai déjà dit, il va y avoir donc d'autres molécules qui vont aussi donc être qualifiées comme hormones, mais ces hormones ne vont pas fonctionner de la même façon que les hormones endocrines, bien que la sécrétion, les modes dans la sécrétion endocrine. Donc, c'est la signification du terme hormone a été étendue au-delà de la définition initiale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu découverte de substances régulatrices similaires donc qui vont passer, qui sont des messagers, qui vont servir comme relais pour transmettre le message entre la cellule sécrétrice et la cellule réceptrice, mais ne vont pas être déversés directement dans la circulation sanguine, vont être diffusés à travers les membranes cellulaires au lieu d'un système sanguin. Comment sont sécrétés ou bien les modes de sécrétion de ces hormones? Les processus de sécrétion, ils dépendent de 3 facteurs. Il y a la nature de la sécrétion, car on va voir tout à l'heure, donc on va voir qu'il y a des hormones de nature lipidique, il y a des hormones de nature protéique et il y a les monoamines. De l'apport sanguin du tissu sécréteur, et ça aussi c'est important, donc l'apport du sang et la solubilité de l'hormone elle-même, parce que comme vous le savez, il y a différence de la solubilité entre lipides et protéines. Donc, la sécrétion endocrine, comme je viens de le mentionner, il s'agit donc durant cette sécrétion, il s'agit des médiateurs qui vont être sécrétés tout d'abord dans le liquide interstitiel qui entoure les cellules sécrétrices. De ce liquide, donc, ces hormones vont se diffuser dans les capillaires sanguins et du capillaire sanguin, le sang va les transporter vers les cellules cibles. Et après, donc, à la fin de ce chapitre, on va mieux comprendre c'est quoi une cellule cible parce que c'est cette cellule qui va avoir le récepteur spécifique pour cette hormone ou bien pour ce messager. Donc, les hormones endocrines sont des hormones circulantes. Par contre, concernant la sécrétion, comme on a déjà dit, toutes les hormones ne fonctionnent pas de cette façon. Il y a d'autres hormones qui fonctionnent ou bien qui ont un mode de sécrétion exocrine. Quand je dis exocrine, exo, ça veut dire sécrété vers l'extérieur. On a dit endo, c'est sécrété vers l'intérieur parce qu'il y a des pots dans la circulation sanguine. Quand je dis exocrine, donc là, il va y avoir des actions des hormones donc, qui vont être effectuées dans des systèmes canaliculaires. Que ça veut dire canaliculaire? Je vous donne quelques exemples ici. Par exemple, ici, ce que vous voyez là, ce sont des cellules sécrétrices. Les hormones vont être sécrétées dans un canal ou bien dans la lumière de ce conduit. D'accord? Donc là, c'est un schéma pour montrer le pancréas, les cellules du pancréas. Et ce que vous voyez ici, c'est un schéma montrant les testicules. Par exemple, il y a des hormones qu'on appelle les androgènes. Comme exemple, aux androgènes, il y a la testostérone. Donc, les androgènes de ces testicules passent directement dans les liquides qui sont contenus dans les tubes séminifères. Ce que vous voyez là, ce sont les tubes séminifères. Et ces hormones ou bien ces messagers vont être transportés vers l'épididyme et le canal déférent. Tout d'abord dans l'épididyme et après dans le canal déférent. De la même façon, chez la femelle, il y a certaines hormones ovariennes qui passent dans l'oviducte. Ce que vous voyez ici, c'est l'appareil génital femelle. Donc, on va
détailler après. Donc là, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'oviducte. Donc, ces hormones ovariennes vont passer dans l'oviducte et vont être transportées avec le gamète femelle et ses sécrétions. Donc, dans ces trois cas, on parle de mode de sécrétion qui est exocrine. Ça veut dire que les hormones vont être déversées dans les systèmes canaliculaires ou bien dans les canaux. Le troisième mode de sécrétion, c'est la sécrétion paracrine. Quand j'ai dit para, ça veut dire près. D'accord? Tout près d'eux. Donc là, les hormones, on va parler des hormones qui sont des hormones locales. Pourquoi locales? Parce qu'il ne va pas y avoir une distance, une grande distance entre la cellule sécrétrice et la cellule réceptrice. Donc, ces hormones vont agir très près de leur site de sécrétion sur les cellules ou bien sur les tissus adjacents. Ce que vous voyez ici, c'est un schéma vous montrant donc là, il y a une cellule sécrétrice et une cellule réceptrice et ces hormones vont passer entre c'est des cellules qui sont proches. Donc, finalement, les modes de sécrétion autocrine. Quand je dis auto, ça veut dire cette cellule, la sécrétrice, par elle-même, elle va agir sur elle-même. Donc, la sécrétion, ou bien le messager, il va être émis par cette cellule et ce messager, il va agir sur cette même cellule. Donc là, il y a les hormones qui vont agir sur la même cellule qui les sécrète pour influencer leur activité. Donc, pour résumer un peu, donc, on parle d'une hormone locale. Cette hormone locale, on parle, donc, elle va agir sur des cellules qui sont proches du lieu de la sécrétion. Et ici, c'est une hormone circulante, donc c'est l'hormone endocrine. Là, il va y avoir une distance entre la cellule endocrine et la cellule cible. Donc, une hormone locale, elle peut agir d'une façon paracrine et une hormone circulante, elle agit d'une façon endocrine. D'accord? Il va y avoir une distance entre la cellule sécrétrice et la cellule cible. Et là, c'est un schéma montrant les trois modes de sécrétion. On ne montre pas les modes exocrines, mais je vous les ai montrés dans l'autre diapo. Donc là, c'est endocrine. La cellule sécrétrice, elle va sécréter les hormones. Les hormones vont passer dans le liquide interstitiel. Du liquide interstitiel vont passer dans les capillaires et du capillaire dans la circulation générale. Et généralement, il y a distance entre la cellule qui va sécréter et la cellule qui va recevoir le message. Donc ici, il y a le mode paracrine. Il va y avoir donc, ce sont des hormones locales. Il n'y a pas de distance entre les deux cellules. Et autocrine, c'est la même cellule qui va sécréter les messagers ou bien les hormones et c'est elle-même qui contient les récepteurs spécifiques pour ces hormones. Donc là, c'est concernant les modes de sécrétion. Concernant les différents types d'hormones, donc, on va parler, donc il y a les hormones lipidiques. Donc, ces hormones lipidiques se subdivisent, il y a deux groupes. Il y a les hormones stéroïdes et les écosanoïdes. Il y a les hormones protéiques et il y a ce qu'on appelle les monoamines. Concernant les lipides, il existe deux classes d'hormones de reproduction à base des lipides qui sont les stéroïdes et les écosanoïdes. Comme vous le savez, les lipides sont en général moins solubles dans les fluides aqueux que les protéines et les monoamines. C'est pour cela, ces lipides, ces messagers lipidiques, pour qu'ils soient transportés à travers le fluide corporel, il faut qu'ils soient modifiés ou bien transportés par des transporteurs qui sont des transporteurs adéquats, qui vont leur permettre d'atteindre les cellules cibles. Donc, on commence par les stéroïdes. Ces stéroïdes ont un précurseur commun qui est le cholestérol. Et quand je dis précurseur, ça veut dire c'est à partir du cholestérol, il va y avoir synthèse et formation des différents types de stéroïdes. Ce cholestérol, donc, il est le précurseur commun. Comment
Donc, comment ce cholestérol il est synthétisé? Ce cholestérol il est synthétisé à partir de l'acétate dans de nombreux tissus du corps. Hein. Et comme vous savez aussi, il est un constituant, un composant structurel important des membranes cellulaires. Donc, ce cholestérol, il va être converti en pregnénolone sur la membrane mitochondriale interne. Et c'est la première étape et qui est commune dans la formation de toutes les hormones stéroïdes principales. Donc, il est très important que vous sachiez et de noter que cette conversion du cholestérol en pregnénolone se fait sur la membrane mitochondriale interne. Après, la pregnénolone, elle va être convertie en stéroïdes sexuels dans le réticulum endoplasmique lisse adjacent. Donc, ces deux places, il faut que vous le reteniez. Sur la membrane mitochondriale interne se fait la conversion du cholestérol en pregnénolone et cette pregnénolone, elle est convertie en stéroïdes sexuels dans les réticulums endoplasmiques lisses adjacents. Donc, il existe parmi les stéroïdes, il existe 4 principales familles. Il y a les progestatives, il y a les androgènes, les estrogènes et les corticostéroïdes. Les 3 premiers stéroïdes, les progestatives, les androgènes et les estrogènes sont considérés comme des stéroïdes sexuels et on va parler de leur rôle tandis qu'on ne va pas détailler et parler des corticostéroïdes dans ce chapitre. Donc, comme c'est mentionné avant, donc le cholestérol, il est le précurseur. Après, il est converti en pregnénolone et après la conversion d'une classe de stéroïdes à une autre, donc après la pregnénolone, il va y avoir conversion et formation de différents stéroïdes par une série d'enzymes qui forment agencées en tant qu'unité biosynthétique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un schéma vous montrant comment se fait la synthèse de ces stéroïdes sexuels. Vous n'avez pas à retenir par cœur les enzymes. Donc, la première étape, il y a conversion du cholestérol en pregnénolone sur la membrane mitochondriale interne. Et à partir de cette pregnénolone, il va y avoir formation des différents types de stéroïdes sexuels par l'utilisation de différents enzymes. D'accord? Donc, ce que vous voyez là, ce sont les différentes enzymes, mais vous n'avez pas à retenir par cœur ces enzymes. Donc, quel est le rôle de ces stéroïdes sexuels? Dans le livre, il y a cette phrase, les progestatifs sont associés au développement et au maintien des caractéristiques masculines et de la fertilité. Donc là, il faut la supprimer. Donc, ça, c'est pas vrai. Donc, après, les estrogènes, ce sont des stéroïdes sexuels qui sont impliqués dans le développement et le maintien des caractéristiques féminines et de la fertilité. Donc, comme j'ai classé les estrogènes, les androgènes aussi, qui ont un rôle dans le développement et le maintien des caractères masculins et de la fertilité de mâle. Et il y a les progestatives, les progestérones qui sont associés à la préparation et au maintien de la grossesse. Une question qui se pose, donc ces stéroïdes, bien sûr, ils ont des caractéristiques structurales et fonctionnelles qui sont partagées. Sinon, on ne pourra pas les classer comme stéroïdes. C'est pour cela ces stéroïdes sexuels partagent des caractéristiques structurales et aussi des propriétés fonctionnelles qui sont communes. Donc là, dans ce schéma, on voit le précurseur des stéroïdes qui est le cholestérol. Et donc, ce que vous voyez là, il va y avoir à partir de ce cholestérol la formation des différents hormones stéroïdes. Donc, dans ce schéma-là, donc ce que vous voyez là, c'est le cholestérol, il est converti en pregnénolone. Après, il va y avoir formation de la déhydroépianodrostérone, androsténédione, et après, à partir de l'androsténédione, on a la testostérone. La testostérone, c'est un androgène qui est très important. Cette testostérone, elle va être convertie en dihydrotestostérone par une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase.
il faut aussi, cette enzyme, elle est importante. Il faut que vous reteniez par cœur cette enzyme et le rôle de cette enzyme, c'est la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone. Quel est le rôle de la dihydrotestostérone? Cette dihydrotestostérone, si elle n'est pas présente, donc durant le développement embryonnaire, donc quel que soit le sexe génétique ou gonadique, les organes génitaux externes vont se développer selon le modèle féminin. Donc même s'il y a la testostérone et s'il y a production des testicules dans la cavité abdominale, donc après, il ne va pas y avoir développement des organes génitaux externes selon le modèle mâle, d'accord? Ça va être selon le modèle féminin. Donc là, c'est concernant les stéroïdes et aussi, c'est un autre schéma vous montrant la conversion, mais je répète, vous n'avez pas à retenir par cœur tous les stéroïdes. Donc, juste les stéroïdes mentionnés dans le texte. J'arrive aux écosanoïdes. Ces écosanoïdes, ce sont des molécules non stéroïdiennes. Ces écosanoïdes vont traverser les membranes plasmiques au moyen aussi des transporteurs spécifiques. Ces écosanoïdes comprennent deux classes principales de messagers. Il y a ce qu'on appelle les prostaglandines et il y a les leucotriènes. Les prostaglandines, ils ont un intérêt majeur pour les processus reproducteurs et les leucotriènes, ils n'ont pas un rôle assez important. Donc, concernant les stéroïdes, on a dit que le précurseur commun, c'est le cholestérol. Concernant les écosanoïdes, le précurseur commun, c'est l'acide arachidonique, qui est le précurseur commun d'une série de prostaglandines.